La pluie frappe le toit de la cabane avec une violence méthodique. Lucienne Ardan travaille à la lumière d'une lampe à huile, les mains tachées de jaune par la calendula qu'elle écrase dans un mortier de pierre. L'odeur de la cire se mêle à celle de la terre mouillée et des herbes séchées suspendues aux poutres. Depuis qu'elle a cessé de faire confiance aux mots, les plantes sont devenues son langage. Quelqu'un frappe à la porte. Elle lève la tête. Ce n'est pas le coup précipité d'un père dont l'enfant brûle de fièvre. C'est le coup de quelqu'un qui s'est arrêté avant de toucher le bois, qui a posé la main contre la porte et attendu. Elle s'essuie les doigts sur son tablier et traverse la pièce. Ses pieds connaissent chaque planche du sol. La cabane est petite, fonctionnelle, organisée comme un dispensaire. Des flacons alignés sur des étagères. Des bandages roulés dans des paniers d'osier. Une table de préparation sous la fenêtre. Tout ce qu'elle possède sert à guérir. Elle ouvre. Derrière le voile d'eau, un homme se tient sur le seuil, trempé jusqu'aux os. La Cape Collie au corps. Les cheveux plaqués contre le front, les bottes couvertes de la boue rouge du chemin qui descend de Saulieu. Theodore de Saulieu. Elle le reconnaît dans le ventre avant de reconnaître son visage. Un choc viscéral qui précède la pensée. Le corps c'est avant l'esprit. Il ne bouge pas. Il reste là sous la pluie, le visage levé vers elle. Derrière elle, la chaleur de la cabane. Derrière lui, la nuit noire et le froid d'octobre. La porte ouverte est la frontière que 11 années ont construite. Lucienne. Sa voix n'a pas changé. Grave, posée, celle d'un homme qui a appris à contrôler ce qu'il montre. Vous n'êtes pas malade. Non, alors vous n'avez aucune raison d'être ici. Il ne sort rien de sa poche. Pas d'enveloppe, pas de lettre pliée. Ses mains pendent le long de son corps, vide. Il la regarde avec les yeux d'un homme qui sait qu'il n'apporte aucune preuve et que cela ne suffira jamais. J'en ai une. Mais elle n'a rien qui la prouve. Lucienne regarde ses mains vides. Regarde la pluie qui ruisselle de sa cape. Et comprend que ce qu'elle doit décider maintenant n'est pas de le laisser entrer. C'est de savoir si elle est encore capable de lire un visage humain et de faire confiance à ce qu'elle voit. Elle recule d'un pas. Entrer. Alfrankit Lusol. L'eau de sa cape forme une flaque sur le sol. Il reste debout près de la porte, sans avancer davantage, comme s'il attendait une permission qu'elle n'a pas encore donnée. Enlevez ça. Vous allez attraper froid. I'll retire la cape. Ses vêtements dessous sont trempés eux aussi. Elle voit les muscles de ses épaules se dessiner sous la chemise mouillée. Elle détourne les yeux. Asseyez-vous près du feu. Il obéit. S'assoit sur le banc de bois, les mains posées sur les genoux. Elle va chercher une couverture dans le coffre. La lui tend sans un mot. Il l'enroule autour de ses épaules. Le silence qui suit n'est pas confortable. C'est le silence de deux personnes qui ont trop à dire et aucun moyen de commencer. Elle retourne à sa table, reprend le pilon, écrase les pétales jusqu'à ce qu'ils libèrent leur huile dorée. Ses mains travaillent avec une précision automatique, mais son esprit est ailleurs. 11 ans depuis la dernière fois qu'elle l'a vue. Pourquoi êtes-vous venu? Elle ne se retourne pas, continue d'écraser les pétales. Pour vous dire la vérité, quelle vérité? Un long silence. Elle entend le crépitement du feu, le bruit de la pluie sur le toit, le souffle lent de l'homme assis derrière elle, que personne ne m'a forcé. Elle arrête de bouger, le pilon immobile dans sa main. Que je suis parti parce que j'avais peur de ce que mes amis diraient, que la phrase la plus cruelle de ma vie, je l'ai prononcée moi-même, sans qu'on me la souffle. Elle pose le pilon, se retourne lentement. Vous êtes venu me dire que vous m'avez quitté par lâcheté, oui, et vous pensez que c'est mieux qu'un mensonge ou qu'un complot. Il soutient son regard. Non, c'est pire, mais c'est vrai. Elle s'appuie contre la table, sent le bois dur contre ses paumes. Quelque chose en elle veut crier. Quelque chose d'autre veut fermer les yeux et ne plus rien entendre. Savez-vous ce que c'est que de passer 11 ans en se disant « mes yeux m'ont menti ». Pas il a choisi autre chose, cela au moins aurait eu un visage. Non, juste, j'ai mal vu. Mes yeux ne fonctionnent pas. L'homme que j'ai cru voir n'existait pas. Elle fait un pas vers lui. Et maintenant vous me dites qu'il existait, que mes yeux voyaient juste, que c'est vous qui n'avez pas eu le courage d'être celui que j'avais vu. Le feu craque entre eux. La pluie continue de tomber. Sortez. Il se lève. Pas de la cabane. Du personnage. Si vous voulez rester ici, il va falloir que je voie qui vous êtes maintenant. Et ça ne se fait pas en une nuit. Elle va jusqu'à la porte, l'ouvre, pointe du doigt vers l'étable à 20 mètres de là. Il y a de la paille, une couverture. Vous dormirez là. Il hoche la tête, reprend sa cape mouillée, passe devant elle sans la toucher. Elle sent l'odeur de la pluie sur ses vêtements. Il s'arrête sur le seuil. Merci. Elle ne répond pas. Referme la porte derrière lui. Et reste là immobile, la main sur le loquet, le cœur battant trop vite dans sa poitrine. Il y avait eu un été. Lucienne avait 18 ans.
Théodore en avait 19. Elle était la fille du docteur Ardent, médecin illustré du Valais de Mirefleurs. Pas un simple guérisseur de village, un homme de science. Avec une bibliothèque de livres en latin, une correspondance avec des botanistes de Montpellier et la confiance de toutes les familles du Valais, y compris celle des Saulieu. Théodore venait la chercher pour des promenades le long de la rivière. Ils marchaient ensemble sous les tilleuls, parlaient de botanique, d'astronomie, de l'avenir. Il lui montrait les constellations avec le télescope de son père. Elle lui apprenait à reconnaître les plantes médicinales dans les sous-bois. Un après-midi de juillet, sous le grand tilleul au bord du chemin, il lui avait pris la main. « Je vais demander à votre père votre main. » Elle avait senti son cœur se soulever dans sa poitrine. Et s'il refuse, il ne refusera pas. Il avait raison. Le docteur Ardent avait donné sa bénédiction. Les familles s'étaient réjouies. On avait parlé d'un mariage au printemps suivant, puis septembre était arrivé. Un matin, Théodore était venu à la maison, pas seul, accompagné de son père et de 2 témoins. Il s'était tenu debout dans le salon, le visage fermé, les mains derrière le dos. Ce n'est plus possible. 4 mots, aucune explication, aucune lettre, aucun regard vers elle. Le docteur Ardent avait demandé pourquoi. Théodore n'avait pas répondu. Son père avait parlé à sa place. Des mots vagues sur des circonstances imprévues, des obligations familiales, des décisions difficiles. Lucienne était restée assise, les mains posées sur ses genoux, et avait regardé l'homme qu'elle aimait partir sans se retourner. Elle n'avait pas pleuré. Pas tout de suite. Elle était restée assise longtemps après que la porte s'était refermée. Son père lui avait pris la main. « Tu mérites mieux que ça, peut-être. » Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Les semaines avaient passé, puis les mois, puis les années. Son père était mort 3 ans plus tard. Elle avait hérité de la cabane, du dispensaire, des connaissances. Elle était devenue ce qu'il avait été, la guérisseuse du Valais. Les gens venaient la voir avec leur fièvre, leurs plaies, leurs enfants malades. Elle les soignait. Elle préparait des teintures, assistait à des accouchements, traitait des infections. On la respectait. Personne ne la courtisait. Elle avait 29 ans maintenant. 11 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de septembre. Et cette nuit, Théodore de Saulieu était revenu. L'aube arrive froide et claire. Lucienne ouvre la porte de l'étable et trouve Théodore éveillé, assis dans la paille, les bottes encore couvertes de boue séchée. Il a les yeux ouverts. Il n'a pas dormi, ou peu. Elle reste sur le seuil, ne dit pas bonjour, ne demande pas s'il a eu froid. Il y a 3 familles à voir avant midi. Il lève les yeux vers elle. « Vous voulez que je vienne? Je veux voir qui vous êtes. » Ça ne se voit pas assis dans la paille. Il se lève, secoue la paille de ses vêtements. Elle remarque qu'il porte les mêmes habits qu'hier. Il n'a pas de bagages, pas des valises. Il est venu avec ce qu'il portait sur lui. Elle tourne les talons sans attendre sa réponse. Retourne à la cabane, prépare son panier de remèdes, enroule des bandages propres, remplit 2 petits flacons de teinture d'écorce de saule. Théodore apparaît à la porte. « Je peux porter quelque chose. » Elle lui tend un sac de toile contenant des cataplasmes. Si. Il prend le sac, le passe sur son épaule. Ils partent ensemble à travers le Valais. Le sentier est étroit. Ils marchent derrière elle. Aucun des deux ne parle. Le premier arrêt est chez la veuve Margot, une femme de 60 ans avec une jambe ulcérée. Lucienne frappe à la porte. La veuve ouvre, voit Théodore derrière elle et écarquille les yeux. « Monsieur de Saulieu, madame. » La veuve se tourne vers Lucienne, les sourcils levés. Lucienne ne donne aucune explication. « Votre jambe. » La veuve les fait entrer. Lucienne s'agenouille près du fauteuil, déroule le bandage sale, examine la plaie. Théodore reste debout près de la porte. « Observe in silence. Il me faut de l'eau chaude. » La veuve commence à se lever. Théodore l'arrête d'un geste. « Je m'en occupe. » Il va jusqu'à l'âtre, prend le seau, sort chercher de l'eau au puits. Revient, met l'eau à chauffer. Fait tout cela sans demander où sont les choses, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Lucienne nettoie la plaie, applique un cataplasme de consoude, enroule un bandage propre, changez-le dans 3 jours. Si la rougeur s'étend, envoyez chercher. Merci, Mademoiselle Ardent. Lucienne range SES Affairs. Théodore prend le sac. Ils repartent. 2e arrêt. Une famille de fermiers. Le fils de 7 ans a une toux qui dure depuis 2 semaines. Lucienne l'ausculte. Écoute sa respiration. Sans la chaleur de sa peau, ce n'est pas grave. Mais il faut le garder au chaud. Elle prépare une teinture de thym et de miel. Explique à la mère comment la donner. Théodore, pendant ce temps, aide le père à réparer une poutre fendue au-dessus de la cheminée. Travaille sans qu'on le lui demande, sans changer de posture. Comme si porter des planches était aussi naturel que signer des documents.
Troisième arrêt. Une femme enceinte de 8 mois. Lucienne examine son ventre. Vérifie la position de l'enfant. Assure la mère. Tout va bien. Encore 3 semaines. Théodore attend dehors. Quand elles sortent, il porte déjà le panier que Lucienne avait laissé près de la porte. Il remonte vers la cabane. Le soleil est haut maintenant. Les gens qu'il croise sur le chemin les regardent. Certains reconnaissent le baron de Saulieu. D'autres murmurent entre eux. Lucienne ne dit rien. Continue the marcher. Quand ils arrivent à la cabane, elle prend le panier des mains de Théodore. Vous pouvez partir si vous voulez. Il la regarde. Est-ce que vous voulez que je parte? Elle hésite, puis secoue la tête. Non. Mais je ne sais pas encore pourquoi. I'll acquiesce d'un movement du Menton. Retourne à l'étable sans un mot. Elle le regarde s'éloigner et réalise que la décision qu'elle vient de prendre n'est pas un pas vers le pardon. C'est un pas vers l'observation. Elle va le regarder comme elle regarde un patient. Chercher la vérité sous la surface visible. Et cette fois, elle choisira de faire confiance à ce qu'elle voit, ou de ne jamais refaire confiance à personne. Les jours passent. Théodore ne demande rien, ne réclame rien. Chaque matin, il attend que Lucienne ouvre la porte de l'étable. Chaque matin, elle lui dit où ils vont. Il apprend à distinguer les plantes. La valériane de la verveine, la digitale de la consoude. Il porte les paniers lourds, découpe des bandages, aide Lucienne à soigner les malades du Valais. Elle l'observe avec la précision d'une guérisseuse, cherche les signes de condescendance, de fatigue, d'impatience, n'en trouve aucun. Ce qu'elle voit la déstabilise. Il travaille sans se plaindre, traite les fermiers malades sans changer de ton, accepte le barreau et la fatigue comme s'ils étaient sa part naturelle. Un après-midi, il aide un vieux berger à réparer une clôture. Un autre jour, il porte sur son dos un enfant fiévreux jusqu'à la cabane parce que le père est trop faible pour le faire. Les conversations entre eux restent fragmentaires. Quartz, fonctionnel. Passez-moi le flacon de gauche, celui-ci. Oui, mais parfois le soir, quand le travail est fini et que Théodore s'apprête à retourner à l'étable, elle lui pose une question. Qu'avez-vous fait pendant ces 11 ans? Il s'arrête sur le seuil. Je me suis marié. J'ai eu un fils. J'ai perdu ma femme. J'ai administré le domaine. Vous l'aimiez? Qui? Votre femme. Un long silence. Jay la respectis. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non. Je ne l'aimais pas, il sort. Referme la porte derrière lui. Lucienne reste seule. Fixe les braises du feu. L'opposition qu'elle ressent grandit chaque jour. Plus il devient réel. Plus il menace l'armure qu'elle a construite. Parce que si l'homme qu'elle voit maintenant est honnête, travailleur, humble, alors l'homme qu'elle avait vu à 18 ans existait vraiment. Et cela signifie que ses yeux ne l'avaient pas trahi. C'est lui qui l'avait fait. Un soir, alors que le soleil descend derrière les collines, quelqu'un frappe à la porte. Lucienne ouvre. Un jeune homme de 27 ans se tient sur le seuil. Émile. Il vient régulièrement depuis 3 ans. Pas comme patient maintenant, comme visiteur. Bonsoir Lucienne. Bonsoir Émile. Il entre. Pose sur la table un flacon vide. J'ai fini la teinture contre la toux. Elle prend le flacon. Reconnaît l'étiquette. Une écriture soignée. Une minuscule caractéristique. Je vais t'en préparer une autre. Théodore entre à ce moment-là. S'arrête en voyant le jeune homme. Leurs regards se croisent. Émile pâlit. Théodore. Théodore fixe le flacon dans la main de Lucienne. Puis regarde son frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Lucienne se tourne vers Émile. Vous vous connaissez? Émile baisse les yeux. C'est mon frère. Le poids de ses mots emplit la pièce. Lucienne regarde le flacon. Puis Émile. Puis Théodore, ton frère. Oui, depuis combien de temps viens-tu ici? 3 ans. Théodore fait un pas en avant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Émile relève la tête. Parce que tu ne venais pas, les mots tombent comme des pierres. Quelqu'un devait venir. Theodore Sarah Les McQuarrs. Lucienne voit les muscles de son cou se contracter. Source. Émile hésite. Lucienne, Source. Tous les deux. J'ai besoin de réfléchir. Ils sortent. Lucienne ferme la porte. S'appuie contre le bois. Ferme les yeux. Elle avait soigné le frère de l'homme qui l'avait brisé, sans le savoir. Et ce frère était revenu, encore et encore, parce qu'elle l'avait sauvé. L'ironie de tout cela est presque insupportable. La 4e nuit, Théodore cherche Émile dans le bois de tilleul, le trouve assis sur une souche, les coudes sur les genoux. Pourquoi? Émile lève les yeux vers son frère. Parce qu'à 16 ans j'étais mourant, les médecins de Paris m'avaient abandonné. Mère m'a envoyé ici en secret. Lucienne m'a traité avec les méthodes de son père. Teinture. Air per patience. Elle m'a sauvé la vie. Et tu n'as jamais dit qui tu étais? Non. Pourquoi? Émile S.E. lève. Parce que dans cette cabane, elle me regardait comme une personne, pas comme un nom, pas comme un titre.
juste comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et c'était la première fois de ma vie que quelqu'un me voyait comme ça. Il fait un pas vers Théodore. Je ne pouvais pas lui dire mon nom, mais je pouvais revenir. Et je suis revenu, parce que quelqu'un devait le faire. Tu ne venais pas, Théodore, détourne les yeux. Je n'avais pas le droit. Le droit. Tu parles de droit maintenant. La voix dit Emile Tremble. Elle m'a sauvé la vie. Et toi, tu lui as brisé la sienne. Tu veux parler de droit? Théodore ne répond pas. Émile le regarde longuement, puis secoue la tête. J'avais 16 ans. J'étais malade. J'avais peur. Et elle m'a regardé avec des yeux qui disaient « Tu vas vivre. Pas parce que tu es un saulieu, parce que tu es vivant et que ça suffit. » Il ramasse sa veste posée sur la souche. « Si tu es venu ici pour te racheter, tu perds ton temps. Ce que tu lui dois ne se rembourse pas. Mais si tu es venu parce que tu ne peux plus vivre avec ce que tu as fait, alors reste, et tais-toi, et travaille, c'est tout ce que tu peux faire. » Il s'éloigne entre les arbres. Théodore reste seul sous les tilleuls. La lune éclaire Les Branches News. Quelque part dans l'obscurité, un hibou chasse. Il comprend que son frère cadet a eu plus de courage que lui, plus de décence, plus d'humanité. Et cette vérité est pire que toutes les accusations. Une semaine passe. Theodore travaille en silence. Lucien, elle observe, ne parle presque pas, mais ses yeux ne le quittent jamais longtemps. Une nuit, un paysan arrive avec sa fille dans les bras. L'enfant a 5 ans. Elle brûle de fièvre. Le père est paniqué. Elle ne répond plus. Lucienne prend l'enfant, la pose sur la table. Touché son front. Son cou, son ventre. Depuis quand? Ce matin. Pourquoi avoir attendu? Je pensais que ça passerait. Lucienne ne perd pas de temps à le réprimander. Se tourne vers Théodore. De l'eau froide. Des linges. Vite. Il obéit immédiatement. Apporte tout ce qu'elle demande. Elle déshabille l'enfant. Enroule son corps dans des linges humides. Prépare une décoction de saule et de menthe. Tenez-lui la tête. Theodore Essesoit prend la tête de l'enfant dans ses mains. Lucienne fait couler la décoction entre ses lèvres, goutte après goutte. L'enfant avale par réflexe. 3 heures passent. Ils travaillent ensemble sans un mot inutile. Il tient le bras de l'enfant pendant qu'elle pose un emplâtre. Leurs doigts se frôlent sur la peau brûlante de la petite. Lucienne sent la chaleur de ses mains à travers la fièvre. L'intimité qui n'est pas faite de déclarations. Elle naît du soin partagé, de la coordination silencieuse de leurs gestes, de la confiance qu'elle lui fait maintenant pour tenir ce qui est fragile. Vers minuit, la fièvre baisse. L'enfant ouvre les yeux, murmure quelque chose. Son père pleure de soulagement. « Merci, merci. » Lucienne enveloppe l'enfant dans une couverture propre. « Gardez-la au chaud. Donnez-lui cette décoction 3 fois par jour. Si la fièvre revient, revenez. » Le paysan repart avec sa fille endormie dans les bras. La porte s'y referme. Ce qui reste dans l'air est différent, chargé de quelque chose qui n'a pas de nom, mais un poids. Lucienne nettoie les slings. Theodore range les flacons. Aucun des deux ne parle. Puis elle s'arrête, pose les mains sur le bord de la table, respire lentement. Vous savez ce que vous faites. Il lève les yeux vers elle. Vous me l'avez appris, en 1 semaine. Non, il y a 11 ans, quand vous me montriez les plantes dans les sous-bois, quand vous me parliez de ce que votre père vous avait enseigné. Je n'ai jamais oublié. Elle le regarde, vraiment le regarde, et réalise qu'elle commence à lui faire confiance dans le geste médical. Et cette confiance la terrifie. Parce que si ses yeux fonctionnent maintenant, fonctionnaient-ils aussi à 18 ans? Le lendemain matin, Lucienne prend une décision. Je veux que vous partiez 3 jours. Théodore, debout près de la porte, ne bouge pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps seul pour décider si les yeux avec lesquels je vous vois maintenant sont fiables ou contaminés par le désir qu'ils le soient. I'll acquiesce. Où voulez-vous que j'aille? À l'auberge du village, ou ailleurs? Je ne sais pas, mais pas ici. Il prend sa cape. Sort sans protester. Elle le regarde partir par la fenêtre, le voit descendre le sentier vers le village, disparaître entre les arbres, et alors seulement elle réalise à quel point sa présence a changé le rythme de ses journées. Les 3 jours qui suivent sont les plus longs de sa vie. Elle travaille, prépare des teintures, visite les malades, fait tout ce qu'elle a toujours fait, mais quelque chose manque. Le soir, elle prépare 2 tasses de tisane par habitude avant de se rappeler qu'elle est seule. Elle pose la 2e tasse sur la table, la regarde refroidir. Elle regarde ses mains, les mêmes mains qui ont lu la fièvre dans son corps, qui ont distingué la scarlatine de la rougeole au toucher, qui ont senti la mort approcher dans le pouls d'un vieillard. Ses mains savent lire la vérité. Mais savent-elles lire un cœur humain? Le coup de démonter l'armure est immense. Elle se retrouve exposée à une vulnérabilité qu'elle n'a pas ressentie depuis 11 ans. Mais c'est aussi la première émotion véritablement vivante de la décennie.
Le troisième soir, elle ne supporte plus. Elle enfile sa cape, sort de la cabane, marche vers le village. L'auberge est chaude et bruyante. Elle entre, voit Théodore assis seul à une table près de la fenêtre. Il lève les yeux, la voit. Je vous ai demandé du temps, pas de disparaître. Il se lève. Je ne savais pas si vous vouliez me revoir, moi non plus. Elle fait un pas vers lui, mais apparemment oui. Ils retournent ensemble à la cabane, marchent côte à côte dans la nuit froide. Aucun des deux ne parle, mais leurs pas sont synchronisés. 6e nuit. Après avoir soigné ensemble un dernier patient, Lucienne pose enfin la question qu'elle porte depuis le début. Pourquoi? Théodore sait ce qu'elle demande. Pas pourquoi êtes-vous revenu? Pourquoi êtes-vous parti? Il prend une longue inspiration. Parce que j'avais 19 ans. Parce que Renaud de Bressac m'a dit que mes enfants sentiraient la camomille. Parce que j'ai ri avec lui au lieu de le frapper. Parce que le lendemain je n'ai pas trouvé le courage de vous regarder dans les yeux et de dire ce que les autres pensent m'est indifférent. Un vide absolu suit ces mots. Il n'y a pas eu de lettre de mon père, pas de chantage, pas d'ultimatum. Personne ne m'a forcé. J'ai choisi la lâcheté et je l'ai choisi tout seul. Lucienne ferme les yeux. Pas de douleur, de reconnaissance. Parce que la confession qu'elle redoutait était autre, un secret élaboré, une raison noble déguisée. Ceci est pire et meilleur à la fois. Pire parce qu'il n'y a aucune excuse, meilleur parce que c'est vrai. Et la vérité est la seule chose que ses yeux savent reconnaître. Vous n'avez même pas l'excuse d'un père cruel. Non, ni d'un devoir, ni d'une dette. And I done sacrifice. Non, rien que moi. Une longue pause, le feu crépite dans l'âtre. Vous êtes resté 6 jours. Vous avez porté des paniers, coupé des bandages, tenu la tête d'un enfant pendant que je posais un emplâtre. Pourquoi? Parce que je voulais que vous me voyiez. Pas le garçon de 19 ans, celui que je suis maintenant. Et je ne savais pas comment le demander autrement qu'en restant. Elle ouvre les yeux. Je vous ai regardé, chaque jour, comme je regarde un patient, en cherchant ce qui est vrai sous ce qui est visible. Et qu'avez-vous vu? Elle hésite, puis dit la vérité. Un homme qui s'est porté un panier d'herbes sans demander pourquoi, qui s'assoit à côté d'un fermier malade sans que sa posture change, qui a dormi 6 nuits dans une étable sans se plaindre. Un battement de temps, ce n'est pas du pardon, Théodore. Le pardon, je ne sais pas encore si j'en suis capable, mais mes yeux vous voient, et cette fois je choisis de leur faire confiance. Il ne bouge pas, ne dit rien, mais elle voit quelque chose céder en lui, quelque chose qui le tenait rigide depuis 11 ans. Elle fait un pas vers lui, puis un autre. Vous avez dit que vous vouliez que je vous voie. Oui, alors regardez-moi aussi. Il lève les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis qu'il est revenu, elle voit dans son regard non pas la culpabilité ou le regret, mais quelque chose de plus simple et de plus vrai, de l'espoir. Théodore lève lentement la main vers le visage de Lucienne, s'arrête à 1 centimètre de sa joue. Attend. Elle sent la chaleur de sa paume sans qu'il la touche, puis elle incline le visage vers sa main. Firm la distance. Sa paume pose contre sa joue, chaude. Cailleus, réel. Le baiser qui suit né de ce geste double, lui qui offre sans prendre, elle qui accepte sans céder, autorité partagée. Leurs lèvres se touchent, doucement, puis plus fermement. Elle sent le goût du thé qu'il a bu, sent l'odeur de la pluie et du bois sur ses vêtements. Quand ils se séparent, elle garde les yeux fermés un instant de plus. Je ne vous ai pas pardonné, je sais, mais je ne veux pas que vous partiez. Je ne partirai pas, elle ouvre les yeux. Pas cette fois. Il secoue la tête. Jamais. Les semaines passent. Novembre arrive. La première neige tombe sur le Valais. La cabane dispensaire continue de recevoir les malades. Mais maintenant, 2 personnes y travaillent. Lucienne et Théodore. Côte à côte. Les villageois s'y habituent. Certains murmurent encore. D'autres haussent les épaules. La vie continue. Émile revient un après-midi. Frappe à la porte. Lucienne ouvre. Bonjour Émile, bonjour Lucienne. Il entre, voit Théodore près du feu. Les 2 frères se regardent, puis Émile sourit. Tu es resté? Oui, bien. Il pose un paquet sur la table. Des livres, de la bibliothèque de père. Je me suis dit qu'il vous servirait mieux ici. Lucienne ouvre le paquet. Des traités de botanique, des manuels de médecine. Elle lève les yeux vers Émile. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour tout. Il repart. Théodore le raccompagne jusqu'à la porte. Les 2 frères se serrent la main. Aucun mot n'est échangé. Aucun n'est nécessaire. Un soir, Lucienne et Théodore marchent ensemble jusqu'au grand tilleul au bord du chemin, celui sous lequel il lui avait demandé sa main à 18 ans. L'arbre a perdu ses feuilles. Les branches nues se découpent contre le ciel gris. Théodore s'approche du tronc, cherche quelque chose du bout des doigts, trouve une cicatrice dans l'écorce.
je les avais gravés ici. Nos initials. Lucienne s'approche, voit les lettres à peine visibles. LA et TS incorporées à l'écorce. Partie de l'arbre maintenant. Elles sont toujours là, oui. Elle pose la main sur le tronc, sans la rugosité du bois sous ses doigts. Les cicatrices ne disparaissent pas. Non, elles le regardent, mais elles font partie de ce que nous sommes. I'll acquiesce d'un geste lent. Il reste là un moment, côte à côte sous les branches nues, puis retourne vers la cabane. Sur la table du dispensaire, à côté des flacons de teinture, un petit télescope, celui qui appartenait au père de Théodore. Il l'a apporté un matin sans rien dire, l'a posé là comme une offrande silencieuse. À la fenêtre, 2 plantes poussent ensemble dans un pot de terre cuite. Valerian E.T. Digitale. Lucienne les a plantées le même jour. Elles s'entrelacent maintenant. Un matin de fin novembre, la porte s'ouvre. Deux silhouettes marchent vers Lou Village. Un panier entre eux. Lucienne et Théodore, côte à côte. Le tilleul au bord du chemin se dresse nu contre le ciel. Mais les initiales gravées dans l'écorce sont toujours visibles. Cicatrices incorporées à l'arbre. Preuve que quelque chose a existé, a disparu, et est revenu différent. Pas un final heureux. Un commencement honnête sur un terrain clair, avec les yeux ouverts et les cicatrices visibles. Lucienne regarde l'homme qui marche à côté d'elle, et pour la première fois en 11 ans, elle ne se demande pas si ses yeux la trompent. Elle sait ce qu'elle voit, et elle choisit de faire confiance.